Monsieur le Président, il faut que vous appuyez sur ce bouton. L'humanité en dépend. Monsieur le Président, si vous n'appuyez pas sur ce bouton, la Terre entière explose sous la menace marxiste. Monsieur le Président, appuyez sur ce bouton et tout sera réglé. Monsieur le Président, appuyez! Appuyez dans le chien! C'est votre responsabilité, voyons! C'est votre rôle! Vous êtes notre sauveur! Vas-y, vous me saoulez de dire Monsieur le Président, faites ci, Monsieur le Président, faites ça, c'est bon, moi je suis un individu, hein! Je suis un être libre! C'est bon, je peux faire ce que je veux! Ouais, vas-y, je vais faire un petit dans Mario Kart, là, ça va me calmer, putain! C'est pas vrai, ça, hein! À ce point que lorsqu'une raison très évidente nous porte d'un côté, bien que moralement parlant nous ne puissions guère aller à l'opposé, absolument parlant néanmoins nous le pourrions. En effet, il nous est toujours possible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu, ou d'admettre une vérité évidente, pourvu que nous pensions que c'est un bien d'affirmer par là notre libre arbitre. Est-on libre de vouloir le mal? C'est l'une des premières questions en philosophie, et même peut-être l'une des plus importantes, et qui était au tout départ éminemment liée aux faits religieux. Pour répondre, il a fallu définir la liberté, et évidemment définir son rapport au mal et au bien. L'une des premières réponses qu'on a apportées à cette question, et qui a été apportée donc par les pères de l'Église, dont saint Thomas d'Aquin, c'est celle du libre arbitre. Le libre arbitre est une théorie selon laquelle la liberté serait cette situation dans laquelle l'agent serait complètement libre de faire ce qu'il veut, car il est arbitre de son action, c'est-à-dire qu'il est le seul juge de ce qu'il doit faire. Selon la théorie classique du libre arbitre, le sujet est libéré de tout déterminisme, il est dans le vide. Cette pensée s'oppose donc à celle de Spinoza et celle de Paul Nizan qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Le sujet est rendu à lui-même. Il est le seul juge de son action. Il est le seul décideur. Aucune autre donnée ne vient interférer entre le sujet et son action. Ainsi, il a une liberté totale de choix. Et il pourrait choisir n'importe quoi, puisque personne ne vient lui dire quoi faire. Si l'on reprend l'image mécaniste pour décrire l'être humain, dans les cas de libre arbitre, il n'y a qu'une seule étape, celle du sujet qui décide et fait un choix. Et ce choix exécute immédiatement l'action. Cependant, cette conception, même si elle semble bien décrire la liberté, pose problème. Dans les cas libre arbitre, si nous sommes libres, c'est-à-dire indéterminés à choisir, eh bien alors, nous sommes indifférents. Nous pourrions choisir n'importe quoi. Nous sommes jetés dans le vide de l'être, et donc, cette liberté, en vérité, serait plutôt du hasard. Dès lors, le sujet n'a plus de contenu, puisqu'il est le seul à choisir. Si nous sommes dans des situations de libre arbitre nous-mêmes, ça veut dire que nous, et donc là il faudrait définir nous dans ce cas-là, puisque rien ne nous détermine. Donc il faudrait oublier toutes les données qui nous sommes extérieures, et c'est à se demander ce qui nous est vraiment intérieur. Est-ce que mon prénom ne m'est pas imposé? Est-ce que mon milieu social ne m'est pas imposé? Est-ce que mes goûts ne m'ont pas été imposés par le milieu dans lequel j'ai grandi, et par l'expérience que j'ai eue du monde? C'est pour ça qu'il faut se demander qu'est-ce qui nous amène à décider. Si ce n'est le hasard, quelle est cette impulsion qui peut amener le sujet à décider? Est-ce que le sujet porte véritablement une force en lui qui permet de décider? Et c'est à se demander si le libre arbitre n'est pas carrément une situation nihiliste. J'entends par nihilisme une situation de néant, c'est-à-dire une situation où le sujet est sans contenu, et donc une situation impossible. Dans ce cas-là, oui, le libre arbitre n'est qu'une fiction, puisqu'il n'existe pas de sujet indépendamment de données qu'il définit. Le sujet est presque imbriqué dans un milieu. Ainsi, les théories du libre arbitre se rapprocheraient plus de l'ange que de l'homme. D'un ange sans sexe, sans symbole, et qui choisirait on ne sait trop comment. Et Descartes avait bien vu ses défauts quand il décrivait la liberté d'indifférence. Ça intéressait beaucoup, déjà parce qu'il était un philosophe qui était extrêmement intéressé par ces questions de la liberté, qui sont fondamentales en philosophie, et aussi parce qu'il était dans un processus de construction du sujet. Dès lors, il était en train de se demander si le sujet existait, et nous avons vu dans le premier épisode que le sujet se construisait par lui-même et par le doute, et nous avions vu que le sujet pouvait se confondre avec lui-même par l'usage du doute hyperbolique et méthodique. Dès là, on pourrait croire, puisque le sujet peut faire fi de tout ce qui existe, on pourrait croire que Descartes serait un partisan du libre arbitre. Dès lors que le sujet peut, par sa seule raison, se définir lui-même et se trouver lui-même, et dire « je pense donc je suis », ce « je suis » qui est le témoignage du sujet qui est conscient de lui-même, dès lors, Descartes devrait souscrire à la théorie du libre arbitre. Mais il n'y souscrit pas. En fait, si, il y croit. Effectivement, pour lui, le libre arbitre existe. Mais il ne l'appelle pas libre arbitre, il l'appelle liberté d'indifférence. Il entend parler d'une situation d'inertie pour le sujet. C'est-à-dire une situation où le sujet
est débile, plus animé par aucun mouvement en fait. Sa volonté, d'une certaine manière, certes peut l'agir, mais n'est pas agi. Dans ces situations, le sujet en lui-même n'a pas la capacité d'avoir une perception de ce qui est bon et de ce qui est mal, puisque le sujet est sans contenu dans ce cas-là. Le sujet pourrait choisir n'importe quoi, puisqu'il n'a pas de valeur, étant donné que les valeurs sont extérieures au sujet. Ainsi, c'est une situation d'anarchie que décrit Descartes, dans laquelle le sujet n'a pas la perception du bien et du mal, en tout cas, elle n'est pas importante pour lui, pas pertinente, et donc il pourrait se jeter dans n'importe quel choix. Quand il fait une décision, il a autant d'intérêt à aller pour le choix A et autant d'intérêt pour aller au choix B. Les deux choix sont autant intéressants, et donc comme l'âne de Buridan, il pourrait bien boire, il pourrait bien manger, il ne sait pas se décider, les deux sont très bien, et il va finir par mourir de soif et mourir de faim. Évidemment, cette situation est assez hypothétique, Descartes le reconnaît lui-même. Les situations où le sujet est en situation de libre arbitre sont assez rares dans la nature. Les situations donc où le sujet n'est pas déterminé par l'environnement, et où tous les choix sont donc égaux, par là même, sont assez rares. On pourrait penser à une situation où on rentre dans une salle et il y a plein de chaises vides éparpillées et on pourrait s'asseoir à n'importe laquelle des chaises. Ça n'a pas d'importance, ça n'apportera pas de bienfait, ça n'apportera pas d'inconvénient particulier par rapport à une autre chaise, puisque toutes les chaises sont les mêmes. C'est une situation de dépravation totale. Le sujet ne sait pas où s'orienter, ne sait pas quoi faire, il va finir par se perdre. Comme une balle sur une planche complètement plate, il n'ira ni vers la gauche ni vers la droite et donc restera au même endroit. Et donc Descartes, conscient que cette situation est absurde, penche pour une autre forme de liberté qui existe et qu'il reconnaît. C'est une liberté d'indifférence, mais cette fois-ci positive. C'est l'occasion pour le sujet d'être indifférent à l'égard de la morale, et à l'égard de tout ce qui le détermine. Cette fois-ci, on pourrait décrire cette liberté d'indifférence positive comme étant une conquête du libre arbitre. C'est donc une situation beaucoup plus courante, où le sujet est dans une situation où il est déterminé, c'est-à-dire qu'on lui dit quoi faire, on le guide dans son choix, et il se sent tellement guidé par ce choix que le sujet ne se sent plus libre. Et donc, il décide de se rebeller, d'aller contre ce qui le détermine. Car le sujet veut se ressentir libre. La liberté, évidemment, pour tous, la liberté est une valeur positive. On veut être libre. C'est associé à des notions de valeur, d'émancipation, et même de vie humaine. On décrit souvent l'être humain comme étant un être libre, opposé aux animaux qui, eux, sont guidés par l'instinct. Donc, le sujet, l'être humain, là ici Descartes décrit un être humain, l'être humain veut se sentir libre, veut ressentir dans sa chair sa liberté. Puisqu'il se sent guidé, il se sent sur des rails et ne sent pas qu'il prend en main sa vie. C'est comme dans le film Into the Wild, où le héros, il se sent commandé par la société capitaliste et par ses parents et par ses proches à vivre une vie consumériste, à acheter une voiture, acheter un logement, se marier, avoir une vie pépère et être loin de la nature. Et donc il décide de tout plaquer. Bon, lui, il le défend en disant qu'il a une idéologie, il pense que la bonne vie, le bonheur se trouvera dans la forêt, dans la nature. On pourrait voir ça comme étant un cas de liberté d'indifférence. Le sujet, soumis par des contraintes, décide de se défaire complètement, violemment de ces contraintes, et de faire un choix donc, non pas pour la nature, mais contre la société qu'il détermine. Et donc le sujet fait preuve de volonté, il fait preuve d'une ferme volonté, d'une volonté qui va contre ce qu'il détermine, donc c'est un peu une sorte d'acte martial, et ce qui lui permet de ressentir sa volonté agir, et donc d'avoir l'impression de prendre en main sa vie. Donc dans ce cas, le sujet assume sa puissance. Et donc on revient à cette première définition qu'on avait eue de la liberté dans la vidéo précédente. La liberté est la puissance d'agir, nonobstant tous les déterminismes qui agissent sur nous. Évidemment, cette liberté n'est pas pour Descartes le plus haut degré de liberté. C'est même peut-être le plus bas, le plus vil. Car effectivement, cette liberté a plusieurs défauts, qui sont en fait le même défaut, mais développés sous différents aspects. Premièrement, certes le sujet s'affirme, mais en vérité le choix qu'il fait est moins pour, mais contre. C'est-à-dire que le sujet choisit moins quelque chose qu'il ne fuit en vérité quelque chose qu'on veut lui imposer. Il fuit un choix qu'on a fait pour lui. Donc d'une certaine manière, c'est une fuite en avant, plus qu'une affirmation de soi. Et l'autre problème qui en découle directement, c'est le problème éthique que pose cette liberté d'indifférence. Si le sujet va à contre-courant, il se pourrait qu'il aille à contre-courant du bien. Ici, Descartes s'inscrit dans un vieux débat philosophique ouvert par Socrate qui disait « Aucune personne n'est mauvaise volontairement ». Et on entend par vouloir cette action raisonnable de désirer le mal. Donc on ne peut pas désirer le mal. On veut le bien. C'est-à-dire que dans chacune de nos actions, nous avons la perception du mal et du bien, et en tant qu'être raisonnable, nous pensons agir bien. Et donc en fait, dès que nous agissons mal, on ne s'en rend pas compte. On veut le bien et on se trompe. C'est une erreur.
Le mal n'est jamais qu'une erreur dans le bien. On voudrait faire le bien et on fait le mal. Donc Platon récuse les vilains dans les films de super-héros comme le Joker qui sont méchants, bien que le Joker lui-même est dément, on peut le dire, mais il récuse ces visions de personnes qui seraient mauvaises pour le mal, qui voudraient le mal pour le mal. Dans la pensée de Socrate, ce n'est pas que le mal n'existe pas, il existe, et il existe même majoritairement, certainement. Mais c'est qu'en fait, tous ces cas de mal, en fait, sont des erreurs ou des sacrifices pour le bien. C'est-à-dire qu'on fait des petits mots pour atteindre le bien, bien qu'on pense que ces mots, en fait, ne sont pas des mots sur le moment, on pense que c'est des moyens pour atteindre une finalité plus haute. Descartes récuse cette pensée grâce à la liberté d'indifférence positive. Dans ce cas-là, on pourrait vouloir le mal. Enfin, est-ce si clair ? On pourrait vouloir le mal, car on fuirait le bien qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire que, par exemple, nos parents pourraient nous imposer quelque chose qui nous paraîtrait être bien, mais ça nous saoule tellement, on trouve ça tellement chiant parce que c'est pas nous qui l'avons décidé, qu'on décide de faire fi de ce qu'ils nous disent et de faire quelque chose de mal puisqu'on s'oppose au bien. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, on fuit le bien puisqu'on veut le mal. Car évidemment, la question de la liberté est sensible, car le bien et le mal ne peut exister que dès lors que l'on est libre. En tout cas, la responsabilité. Et la faculté de pécher. Pour l'associer à des questions religieuses, évidemment, qui sont éminentes à l'époque. Est-ce que quelqu'un qui agit par liberté d'indifférence, donc contre le bien, et pas pour le mal, pêche? Il ne dit pas comme ça, puisqu'évidemment, il se veut philosophe et non pas prêtre. Mais évidemment, est-ce qu'il fait le mal? Est-ce qu'il agit mal? Dans tous les cas, cette liberté d'indifférence n'est pas une garantie pour atteindre le bien. Elle serait même le contraire. Ce qui fait donc bien de cette liberté d'indifférence positive un cas de caprice. C'est un cas dans lequel le sujet, voulant se sentir libre, décide de se rebeller contre la raison même, peut-être. On pourrait se rebeller contre la raison pour sentir le libre arbitre. Dans tous les cas, nous pouvons délibérément errer. C'est-à-dire on peut chercher à commettre des erreurs, si ce n'est péché. Paradoxalement, donc, pour Descartes, la liberté se trouverait, elle aussi, dans la contrainte. Mais attention, pas la contrainte de Sartre. La liberté d'indifférence positive est marquée par l'ignorance, le défaut de connaissance. Ce sont souvent les esprits peu mûrs qui décident de se rebeller contre les choses qu'on leur dit de faire afin de goûter aux fruits de la liberté. Et Descartes lui oppose une liberté, elle, qui serait le plus haut degré de liberté, qui est définie par la connaissance et l'entendement. C'est la liberté éclairée. Et ainsi, il renverse le problème. La liberté n'est pas la condition nous permettant de faire le bien. C'est faire le bien qui est la condition de notre liberté. Il ne faut pas aveuglément nous jeter dans la liberté. Parce que la liberté en elle-même est un contenu vide qui n'a pas d'intérêt pour Descartes. La liberté viendra naturellement à qui décide de se questionner sur le bien. Et donc, il ne s'agit plus de se questionner sur les rapports de l'éthique et de la liberté, puisque les deux sont complètement mélangés selon Descartes. Si on fait de l'éthique, on n'en devient que plus libre. Dans ce cas-là, si on fait de l'éthique, on pourrait se contraindre à faire un choix et à chercher dans tous les cas le bien, même si on voudrait le mal. Mais là, Descartes est très malin, puisqu'il reprend à son compte la phrase de Socrate selon laquelle nul n'est méchant volontairement, puisque dans ce cas-là, si on l'inverse, on ne peut que vouloir le bien. Donc, le bien ne peut qu'être voulu. Dans tous les cas, on consent au bien. Quand on est face au bien, on y consent. Qu'on le veuille ou non. Et ce qui est très intelligent chez Descartes, c'est qu'il arrive à distinguer à la fois notre conscience légère et cette sorte d'ébullition qu'il y a dans l'être immédiat qui veut et qui désire, et qui est plein et qui est tout fait de passion, et un degré plus haut qui se trouve dans l'âme et qui est le plus haut sommet, et qui est celui de la raison, qui devrait être la plus écoutée, puisqu'elle est plus sage et donc source de plus grands bénéfices à long terme pour le sujet. Ainsi, Descartes récuse complètement la théorie du libre arbitre. La liberté n'intéresse pas, la liberté en elle-même ne l'intéresse pas, la notion de liberté, là encore, est caduque. Il n'y a pas à définir la liberté, il y a à définir l'éthique. Et il justifie par là ses recherches en éthique. La liberté n'est qu'un maigre objet, elle peut nous jeter dans le mal, par ignorance, par volonté on peut aller dans le mal. Mais si on se questionne dans le bien, on retombera toujours dans la liberté, puisqu'on consentira toujours au bien et aux bénéfices qu'on en retire. Ainsi, se soumettre à la connaissance du bien, et donc à la raison qui permet selon Descartes d'atteindre le bien, n'est pas une réelle soumission. Descartes nous permet de déplacer le regard. Il ne faut plus se questionner sur la liberté elle-même, mais sur les moyens de l'atteindre. Et ce moyen pour Descartes, c'est la connaissance du bien, et donc l'éthique.
Donc en toute chose, Descartes nous dit « Ne te demande pas si tu es libre, mais suis plutôt ta raison. Suis-la même si elle te paraît contraire à tes intérêts immédiats. Dans tous les cas, tu n'en seras que plus libre. Car tu ne seras pas abandonné à cette plus grande tyrannie encore, qu'est le libre arbitre. Cette tyrannie de l'ignorance et de la volonté que nous avons décrite précédemment, et qui nous jette dans le vide. L'âme sage sait s'épanouir, et donc sait s'en remettre à la raison, et se soumettre à la raison, qui est évidemment éclairée par Dieu. Il ne s'agit plus de vouloir, mais de comprendre. Les termes sont complètement inversés. Descartes troque l'entendement avec la volonté, et préfère donc l'entendement. Il s'agit de comprendre le monde. À partir du moment où on a compris le monde, on sera dans tous les cas libre, puisqu'on trouvera toujours le bien. Évidemment, il faut s'en rapporter à la pensée de Descartes, à son époque. Il n'est pas ici histoire de trouver des excuses, mais plutôt d'expliquer. Dédicace à Val, Saint, t'inquiète, TMTC. La pensée de Descartes, comme nous l'avons décrit, la raison permet d'atteindre la connaissance. La raison est la condition de possibilité de la connaissance. Et il faut dire que la raison elle-même est constituée à la fois de perception et à la fois de volonté. Quelle horreur, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et cette raison, chez Descartes, est elle-même alimentée, ce que reprendra plus tard Malebranche, par Dieu. En fait, nous voyons le bien et nous sommes libres quand nous sommes guidés par Dieu. Quand nous nous soumettons à Dieu, c'est dans cette situation-là où nous sommes le plus libres, où nous atteignons le plus haut degré de la liberté. Évidemment, dans la conception de Descartes, le bien est absolu, universel, il vaut pour tous, et il libère n'importe qui dès qu'on le connaît. Ça paraît assez facile. Mais je ne serai pas aussi dur avec René. Certes, René est un peu archaïque, l'éthique, bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine relativité dans le bien et le mal, que chaque individu, chaque peuple avait sa propre définition du bien et du mal. Et c'est à se demander donc comment trouver ce bien qui pourra nous rendre libres. Mais quand même, il nous apprend une chose, peut-être à préférer la sagesse à la bravoure, et à apprendre à vivre mieux, c'est-à-dire à vivre sa liberté non pas en se rebellant, sans motif et de manière légère. Cependant, petite distinction, Malebranche lui disait que la liberté était universelle et surtout transcendante, c'est-à-dire que aucun sujet ne peut se détacher de cette raison, si ce n'est en exprimant des petites raisons, mais aucun sujet ne peut se tromper sur le mal. En tout cas, sérieusement, Descartes est un peu plus dur avec la raison. On peut jouer avec la raison, le sujet peut jouer. Le sujet n'est pas indépendant de la raison. La raison est à l'intérieur du sujet, il peut jouer avec, il peut la renier, il peut décider de ne pas la suivre. Ainsi, Descartes est très exigeant là-dessus et demande au sujet véritablement de s'accomplir dans le bien et de s'accomplir dans la raison. Et donc, qu'il abandonne la volonté, qu'il abandonne le désir de puissance, et qu'il s'intéresse à la sagesse, à la connaissance, qui est une bien plus grande puissance. Et donc pour Descartes, la plus belle révolution, c'est celle d'un esprit instruit qui découvre le fonctionnement de l'univers plutôt que de vouloir le changer. For love is blind and you're far too kind.